Bon, donc je veux poster cette vidéo pour suite à une demande de quelques étudiants qui n'ont pas bien compris la vidéo que j'ai lancée sur l'application du TP. Alors, avant d'aborder le TP numéro 1, qui consiste au calcul de la capacité d'un condensateur plan de type disque, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le modèle électrostatique. Alors, le modèle électrostatique, il concerne tout dispositif dans lequel le champ électrique est créé par une différence de potentiel. Donc, si je prends par exemple un condensateur plan de type rectangulaire, voilà, donc j'ai deux plaques, j'ai une première plaque mise sous un potentiel V1, j'ai une deuxième plaque mise sous un potentiel V0, bien sûr c'est des différences de potentiel continu, et si je vais écrire les équations de Maxwell, donc je vais commencer par la première relation rotationnelle de E égale à moins dB sur dt. Deuxième équation, la loi d'Ampère, rotationnelle de H égale à J plus dérivée du vecteur déplacement par rapport au temps. Ensuite, nous avons les lois des constitutions des matériaux. Donc, nous avons B égale à mu H plus BR. D égale à epsilon E. La loi d'Ohm, J égale à sigma E. Et bien sûr, nous aurons d'autres lois qui concernent la conservation des grandeurs. Donc la première loi, la conservation des flux, divergence de B égale à 0. Ensuite, divergence de D égale à ρ. Donc là, je me retrouve avec 2, 4, 5, 7 équations. Donc il me reste une équation. Donc divergence de B égale 0, divergence de D égale à ρ, D égale epsilon E, J égale sigma E, B égale mu H plus BR, rotation de H égale à J plus dérivée du vecteur déplacement par rapport au temps, rotation de E égale à moins dB sur dt. Voilà. Donc, si je considère que la différence de potentiel est continue, donc dans ce cas, qu'est-ce que ça va me donner? Donc la première équation, rotationnelle de E égale à moins dB sur dt, puisque l'induction B ne varie pas en fonction du temps, et l'induction est quasiment absente dans ce dispositif, donc on peut écrire que rotationnelle de E égale à 0. Donc sa première équation, donc ça c'est la première équation. La deuxième équation, puisqu'il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de courant, c'est deux électrodes, donc le courant n'existe pas. La variation du vecteur de déplacement n'existe pas. Donc toute cette équation, nous allons l'éliminer. Alors, la troisième équation qui concerne l'induction B avec le champ magnétique H, elle est aussi éliminée. L'équation J égale sigma E, puisqu'il n'y a pas de conduction électrique, cette équation aussi, on va l'éliminer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'équation D égale à epsilon E et divergence de D égale à ρ. Bien sûr, cette équation, divergence de B égale à 0, c'est une équation qui est aussi éliminée. Donc, à partir de ces trois équations, on peut tirer que, à partir de l'équation rotationnelle de E égale à 0, on va dire qu'il existe un potentiel scalaire électrique V tel que E égale moins gradient de V. Voilà. Donc E égale moins gradient de V, donc le potentiel scalaire, potentiel scalaire, l'existence du potentiel scalaire fait que le champ va exister, donc le gradient de V. Donc si je remplace E égale moins gradient de V dans l'expression D égale epsilon E, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner D, ça sera égal à epsilon, facteur de moins gradient de V, qui est égal à epsilon moins D égale à epsilon moins gradient de V. Et si j'applique la divergence au vecteur D, ça va me donner divergence de D égale à ρ, ça sera équivalent à divergence de moins epsilon gradient de V qui est égal à ρ. Et je tombe sur l'équation de Poisson.
Alors, cette équation de Poisson, si je vais l'écrire en coordonnées cartésiennes, donc je vais effacer ce côté-là, donc si je l'écris en coordonnées cartésiennes, en connaissant la définition de la divergence et connaissant la divergence, la définition du gradient, donc je vais avoir la dérivée par rapport à x de moins epsilon dv sur dx, plus la dérivée par rapport à y de moins epsilon dv sur dy, plus la dérivée par rapport à z de moins epsilon dv sur dz qui est égal à rho. Voilà, donc j'obtiens l'équation finale comme étant divergence de moins epsilon dv sur dx plus dérivée par rapport à y epsilon dv sur dy plus dérivée par rapport à z de moins epsilon dv sur dz égale à rho. Cette équation qui représente l'équation de Poisson donc doit être résolue dans l'espace qui englobe les deux plaques qui constituent le condensateur. Alors maintenant, si je veux simplifier le problème, et si je dis que les deux plaques, le champ ou bien le potentiel, si je considère par exemple que j'ai le système X, Z et Y, et en disant que le potentiel ne varie pas suivant l'axe Z, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner dV sur dz égale à 0. Il n'y a pas de variation de potentiel suivant l'axe Z. Donc, cette partie-là, on va l'annuler. Et qu'est-ce que nous allons garder? Nous allons garder uniquement la dérivée par rapport à x de moins epsilon dv sur dx plus la dérivée par rapport à y de moins epsilon dv sur dy qui est égal à rho. Alors là, c'est le potentiel V. Alors bien sûr, le epsilon, c'est epsilon 0 fois epsilon r. Alors, epsilon 0, c'est 8,85 10 puissance moins 12 farad par mètre. Et epsilon r, c'est une grandeur sans unité. Donc, c'est une permittivité relative. Alors, bien sûr, pour résoudre cette équation, il faut lui associer des conditions limites. Alors, en plus de cette équation, nous pouvons associer deux conditions limites. La première condition limite, c'est de type Dirichlet. Donc, c'est une équation qui est imposée sur le potentiel V. Et la deuxième condition, c'est la condition de Neumann, qui est imposée sur la dérivée de V par rapport à la normale. Donc, cette condition de Neumann, vous avez deux catégories de propositions de Neumann. Donc, condition de Neumann homogène. Donc, ça me donne dV sur dn égale à 0. Et condition de Neumann non homogène, c'est dV sur dn différent de 0. Donc, bien sûr, en associant ces conditions limites et cette équation différentielle, on peut résoudre le problème qui concerne le condensateur plan. Alors, maintenant, si je reviens au problème de l'OTP. Bien sûr, l'OTP, ce n'est pas un condensateur plan, mais ce n'est pas un condensateur de type rectangulaire, mais c'est un condensateur plan de type disque. Ça veut dire que je vais avoir le premier disque et je vais avoir le deuxième disque qui est en dessous du premier. Donc là, je vais avoir l'axe de symétrie entre les deux disques. Donc là, c'est la distance qui sépare les deux disques. Et là, bien sûr, c'est le rayon du disque. Alors, l'équation qui va être résolue dans ce cas, ça sera la même équation, mais écrite sous forme coordonnée cylindrique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir x, y, dans ce cas, nous allons avoir une dérivée de v par rapport à r et une dérivée de v par rapport à z. Voilà. Et v, il va varier en fonction de θ, c'est-à-dire l'angle θ. Bon, alors, pour le TP. Alors, pour le TP, donc on va reprendre le TP. Bon, je m'excuse, le tableau il est un peu petit, je suis obligé de l'effacer. Donc, pour le TP, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reprendre le TP du début pour voir en quoi il consiste. Alors, donc, l'étude électrostatique, donc étude d'un condensateur plan constitué de deux disques placés dans l'air. Voilà, les deux disques sont placés dans l'air.
Cette application va nous permettre notamment de calculer la valeur de la capacité électrique et de la force appliquée entre les deux armatures. Bien sûr, quand vous avez la première plaque qui est potentiel V, la deuxième plaque qui est potentiel V2, entre les deux, vous allez avoir une force qui va s'exercer entre les deux. Alors, le calcul de la capacité sera réalisé grâce au calcul d'énergie électrostatique emmagasiné dans l'air, parce que là, quand vous prenez le disque, si je reprends l'exemple tout à l'heure, ben vous avez une première plaque, vous avez une deuxième plaque. Voilà. Bien sûr, si je mets un potentiel V1 et là je vais mettre un potentiel V2, entre les deux, je vais avoir une certaine énergie. Et cette énergie, c'est 1/2 de CV4. Donc si j'arrive à calculer cette énergie, donc forcément, je peux déterminer la capacité C connaissant le potentiel V. Dans notre cas, dans ce TP, nous allons prendre le premier disque, nous allons le porter au potentiel V1, nous prenons le deuxième disque, nous le portons au potentiel V2, donc la différence de potentiel, elle est connue, V. Et nous allons calculer l'énergie qui se trouve entre les deux disques. Connaissant cette énergie, donc je peux déduire la capacité C. Alors, le calcul de la capacité sera réalisé grâce au calcul d'énergie électrostatique emmagasinée dans l'air et le calcul de la force appliquant des deux armatures du condensateur sera réalisé par la méthode des tenseurs de Maxwell. Alors, pour ce TP, nous allons faire varier deux grandeurs. Nous allons varier le rayon du disque, voilà, R, et nous allons varier la distance entre les deux armatures. Donc, pour chaque valeur de rayon, nous sommes obligés de calculer la capacité et la force. Et pour chaque valeur de distance entre les deux armatures, nous allons calculer la capacité C et la force qui s'exerce sur les deux armatures. Alors, sur la feuille que je vous ai envoyée concernant le TP, donc cette feuille-là, voilà, donc j'ai donné la valeur de la capacité analytique qui est égale à epsilon 0 fois pi r carré sur d, et la deuxième, la force, qui est égale à epsilon 0 pi r carré v carré sur 2d au carré. Voilà, donc on calcule la capacité par la valeur analytique, ensuite on calcule la capacité par la valeur analytique, la force par la valeur analytique, on fait un calcul par élément fini et on compare les deux. Ça c'est le but du TP. Alors je vous ai posté une vidéo qui vous montre comment introduire la géométrie du système, la géométrie de votre système, sur le logiciel FEM. Je vous ai envoyé aussi une vidéo ou bien un document qui montre comment utiliser le logiciel FEM. Bien sûr, ce document, il a été rédigé en français, et vous avez aussi un autre document dans le logiciel qui est rédigé en anglais. Bon, il est beaucoup plus complet, mais le texte en français est beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté à votre niveau. Voilà, je pense que j'ai été clair, donc je vais m'arrêter sur cette vidéo, et je vais poster une deuxième vidéo qui concernera la mise en œuvre de ce calcul sur le logiciel. Je vous remercie.